Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous me voyez tout épanoui, bien heureux de vous retrouver dans le cadre de ces émissions Profondeur. Tout de suite, je vous présente mes invités. J'ai d'abord Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Monsieur Roger Ganzumba, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, Monsieur Kibambi. Merci d'être venu pour nous appesantir encore une fois sur ce thème, l'université et après. Je crois qu'aujourd'hui, on aurait même pu dire l'enseignement et après, mais enfin, on garde le thème université et après. Au cours de ces émissions qui ont commencé avec les jeunes gens qui se sont plaints de beaucoup de choses et avec un certain d'entre vous, notamment Modeste Bonigaba, je crois que nous sommes arrivés à la conclusion que notre enseignement devrait être repensé de fond en comble. Puisque quand vous arrivez au moment où des étudiants eux-mêmes commencent à contester la compétence de ceux qui leur donnent cours, et la fois dernière avec M. Modeste Bonigaba, on a compris qu'on était mal parti avec cette histoire de quotas qui nous ont conduits au point sexuellement transmissible, au point tribalistiquement transmissible, pour arriver au constat que faisaient les étudiants. On devient assistant lorsque on est fils ou fille de professeur, parce que c'est comme ça que ça se fait. Eh bien, nous sommes retrouvés devant un échec. Alors, aujourd'hui, je propose à mes amis Modeste Bonigaba et Roger Ganzumba de ne plus regarder cet échec, parce que nous l'avons regardé en face. Que faire? C'est difficile. Pour une fois, cessons de nous plaindre, proposons, chacun en ce qui le concerne, la façon dont il faut aborder cette façon de refaire notre enseignement. Je commence par M. Ganzumba, Roger Ganzumba. Notre enseignement est à refaire, à repenser. Mais dans quel sens? En fait, nous allons donner des pistes de solutions sur lesquelles vont se greffer les analyses des autres et tout cela. Ça peut faire boule de neige. Rêvons un peu. Voilà. Merci de la parole, M. Kibambi. Je vais faire référence à l'agriculture, puisque former la jeunesse, c'est planter. Une graine qu'on met en terre, on doit l'arroser. Oui. Et lorsqu'elle germe, il faut la soutenir par enlever ce qui viendrait nuire à sa nutrition, c'est-à-dire les mauvaises herbes, oui. On doit sarcler. Donc ça demande un effort constant pour qu'on puisse former quelqu'un. Alors, dans l'agriculture, on ne peut pas négliger les semences. On doit les arroser, parce que l'eau est nécessaire. Et ensuite, quand elle a germé, on doit sarcler et éventuellement apporter des suppléments nutritifs, c'est-à-dire les engrais, pour renforcer. Or, l'enseignement dans notre pays, à un moment donné, avant 1955, il était exclusivement confié aux prêtres. Et les prêtres trouver les moyens dans l'Église pour pouvoir assumer leur mission. Quand Busseret, en 1955, crée l'enseignement officiel au Congo belge, l'État belge prend en charge l'enseignement officiel, les Athénées et consorts. Donc les moyens venaient d'ailleurs. Lorsque nous prenons l'indépendance en 1960, comme nous avons négligé, nous ne connaissions pas quelle était la trame du système colonial dans toutes ses facettes,
y compris dans l'enseignement, on ne savait pas qu'il fallait des moyens. Et ces moyens-là, qui les trouvait, où, quand, comment? On ne s'est pas préoccupé de savoir ça. On a continué sur notre lancée, c'est-à-dire que les dirigeants de 60 ont pris le relais des Belges en croyant que les choses allaient automatiquement. C'est-à-dire que l'Ovanium allait continuer à fonctionner, le collège Albert allait continuer à fonctionner, l'Athénée de Likassi allait continuer à fonctionner, l'école professionnelle de Kikwit, l'EPTOC, d'où je suis l'émanation, allait continuer à fonctionner sans y mettre les moyens, Kibambi. C'est ça. Le collège Alpha-Djiri, pour que notre ami Modeste ne puisse pas se sentir abandonné, et Kinyati chez nous, et tout ça. La preuve, c'est qu'à un moment donné, le président Mobutu croyait que c'était facile. Il a demandé aux jésuites de créer Kinyati à Guadolite. Mais ça ne pouvait pas marcher puisque... Ça a quand même marché. Ça a quand même marché. Oui. Ça a formé des... Tout à fait. Tout à Alors, fait. si ça a marché, c'est parce qu'il y avait les jésuites derrière. Mais quand il a officialisé l'enseignement, quand il a demandé que l'Église abandonne, tout est tombé aussi. Bon, là nous sommes encore dans le constat. Bon, c'est vrai, le constat est bienvenu. Donc, il faut des moyens. Je retiens qu'il faut des moyens. Je vous arrête là, mon cher Roger Gazouba. Comment faire, mon cher? Que faire et comment pour repenser? Nous esquissons des idées qui peuvent être très folles d'ailleurs, hein, pour susciter de l'intérêt dans le chef de tout le monde, pour que demain, après-demain, on puisse trouver que c'est important. Repenser dans quel sens? Oui, merci. Notre ami Gazumba a bien montré que on ne peut pas dissocier le système éducatif de l'ensemble, de l'environnement général. Nous avons effectivement évolué dans un environnement, à l'époque coloniale, qui était cohérent. C'est-à-dire le système éducatif évolué dans un système colonial dans lequel le rôle avait été parfaitement distribué, les clergés, les prêtres s'occupent de l'éducation, non seulement des enfants, mais aussi des parents quelque part, parce que l'éducation religieuse, c'était... Oui, même les écoles sociales, on éduquait les femmes à entretenir leur... Je vais aller plus loin. Oui. À l'école primaire, j'étais dans une mission. Même la vie des adultes était régentée par le système religieux. C'est-à-dire que chez les ouvriers mariés, il ne pouvait pas y avoir d'adultère parce que le père supérieur était au courant de ce qui se passait au camp des mariés. Il suivait l'évolution de chaque couple. Merci. Merci. Oui, donc à l'époque coloniale, tout se tenait. Oui. Il y avait l'école classique, mais il y avait des parents qui avaient aussi reçu une formation morale qui poursuivaient sur leurs enfants à la maison. Donc, tout se tenait. L'enfant, il quitte la maison, on lui a déjà montré comment il doit se tenir, il doit se comporter. À l'école, on prolonge. Et la société elle-même est également formatée pour continuer cette formation, cette éducation. C'est pour cela qu'on l'a déjà dit dans une de nos émissions ici, un parent pouvait rencontrer un enfant en train de faire des bêtises. Oui. Ce n'est pas son propre enfant, mais il le sanctionne. Absolument. Et c'était accepté. Oui, oui. Donc c'est cette cohérence-là, sociale, qui a disparu en 60. Parce qu'en 60, on introduit des choses qui n'étaient pas encore connues à l'époque, où on parle de corruption, des politiciens, etc. Tiens, mais ce sont des antivaleurs, ça, par rapport à l'époque d'avant. Mais ça devient des choses tout à fait acceptées, tolérées dans la société. Voilà où ça commence déjà à déraper. C'est-à-dire que ce qui est considéré comme mauvais était considéré comme mauvais avant, ne l'est plus après. Un politicien n'avait pas à se gêner de demander de l'argent pour voter pour tel. C'est des choses
pouvait pas imaginer avant. Il se permettait de recommander, de faire une lettre de recommandation pour que son enfant passe de classe. Oui. Des choses comme ça. Des choses tout à fait aberrantes. Quelqu'un qui a fait... Moi, j'ai lu les ouvrages ici des gens, des politiciens des années 60, où l'un disait, voilà, vous voulez que vous puissiez, votre idée là puisse passer, mais donnez-nous l'argent. Alors, à partir de ce moment-là, il y a une discordance entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est pour cela que, lorsque nous parlons du système éducatif à repenser, mais c'est dans un cadre global de tout le système qui doit être repensé aussi. Tout à fait. Il faut que les parents redeviennent les premiers éducateurs qui prêchent par l'exemple et qui ont effectivement les atouts qu'il faut pour que les enfants puissent leur obéir. Parce que déjà, avec ce que les parents ont comme revenu, ils se font difficilement obéir parce que les enfants se débrouillent tout seuls pour vivre. Donc vous voyez que la réforme à faire, c'est une réforme de toute la société. Bon, pour revenir à l'éducation, il faut quand même reconnaître à un certain moment qu'on a poussé le bouchon trop loin. On a même commencé à politiser l'enseignement, puisqu'à un certain moment, le président Mobutu se dit tout va fonctionner normalement, même si les coopérants belges ne sont pas là, alors que c'était, avouons-le, presque partout, eux qui tenaient l'enseignement. À moins que je me trompe, hein. En tout cas au Katanga, c'était comme ça. Ils coupent la coopération, ils renvoient les coopérants. Je ne sais pas si c'était très bénéfique, alors que c'est eux, depuis toujours, qui tenaient cet enseignement. Monsieur Gazon. Le problème qu'il y a, je vais peut-être me répéter, Monsieur Kibambi, c'est que le système colonial, tel que venait de le rappeler utilement Modeste Bonigaba, nous ne l'avons pas bien connu. Nous ne l'avons pas bien connu. Nous ne savions pas. C'est comme on vous donne un moteur diesel. Vous, Kibambi, ancien prêtre et journaliste, et tout non, ça. Non, pas prêtre. Seulement grand séminariste. Grand séminariste. Ça me suffit. Excusez-moi. On vous dit comment fonctionne un moteur diesel ou bien un moteur atmosphérique et un moteur à essence. Comment ça fonctionne? Je dis par explosion. Oui, explosion de quoi? Comment? Par quelle chronologie, etc. Donc, vous devez pouvoir le restituer. C'est comme nous, en 60, on nous donne un véhicule à piloter dont nous ne connaissions même pas certains organes. On ne les connaissait pas. Quand vous êtes dans l'ignorance, c'est comme si on vous mettait... vous avez l'habitude de piloter votre Jeep. Du jour au lendemain, quand vous voulez aller à Lubumbashi, le commandant du DC-10, du C-130 ou bien quoi, de l'Airbus, quitte sa cabine, son poste de pilotage, et il vous le cède. Comment vous allez faire pour faire décoller l'avion? Non, je vais refuser d'abord, parce que c'est pas mon boulot. Voilà. Donc, c'est que nous avons accepté de piloter un Airbus en 60, alors que nous ne savions pas comment ça fonctionnait. On ne pouvait que se planter. Bon, on pouvait que se planter. On s'est planté. Ouais. Maintenant, ouais. Plus de 50 ans après l'indépendance, il faut redresser la barre, même si nous ne sommes pas des matelots, ou il faut redresser la barre. Comment? Par quoi commencer? Quelle réflexion susciter? En économie, j'ai appris que lorsqu'il y a un besoin à satisfaire, on doit avoir les revenus pour le faire. Très bien, les moyens. On doit avoir les moyens. Si on n'a pas les moyens, soit on se donne les moyens en travaillant, en se faisant payer comme manœuvre, comme ouvrier, comme n'importe quoi, ou bien en allant emprunter chez celui qui a déjà accumulé ses moyens. Il n'y a pas une honte à cela. Tout le monde le fait. Donc notre enseignement
a besoin d'être financé correctement, dans les proportions qui conviennent, parce que ça a toujours été le cas. Avant l'indépendance, les moniteurs étaient très bien payés. C'est pour ça qu'il était propre, il se présentait correctement devant les élèves. Il était bien habillé, il était bien propre et il ne leur demandait pas de l'argent. Par conséquent, il ne pouvait pas monnayer les points qu'il leur attribuait après chaque leçon, après chaque devoir, après chaque examen. Donc, ces conditions-là, il faut les rétablir. On n'a pas les moyens pour qu'on ait un bon enseignement. On va chercher les moyens là où ils existent. Donc, on va emprunter. C'est comme j'ai entendu un ancien Premier ministre qui parlait dans un public où il disait « Il n'y a pas une honte à se mettre à emprunter de l'argent si ce qu'on va en faire va vous payer plus que ce que vous devez. » Tout à fait. Donc, ici, c'est logique. L'enseignement que nous voulons, il va nous payer demain. Nous allons avoir des ingénieurs, nous allons avoir des médecins, nous allons avoir des chimistes, nous allons avoir des infirmières, nous allons avoir des journalistes, etc., etc. Donc, ce sont des gens qui vont venir augmenter nos revenus. D'accord. Alors, donc, il faut aller le chercher là où il est. Monsieur Bonigaba, on le cherche comment? Le chercher en empruntant, ça, c'est bon. Mais on peut aussi le chercher d'une autre façon, en activant la coopération. Oui, la question que vous avez posée, c'était par où commencer. Oui. Parce que nous sommes d'accord qu'il faut que les choses changent. Alors, moi, je suis tenté de répondre à cette question de la manière suivante, que avant de chercher à changer le système qui est là, Il faut le vouloir. il faut d'abord changer l'homme lui-même. Il faut que l'homme congolais cesse de se comporter comme il se comporte aujourd'hui, pour que nous puissions espérer, effectivement, opérer ces changements. Parce que les citoyens que nous sommes, nous n'avons pas un comportement propice au progrès. Nous devons acquérir une mentalité de développement, c'est-à-dire que nous devons constamment afficher notre insatisfaction par rapport à ce qui est là, et nous tous de façon collective. Parce que si cette insatisfaction-là n'est pas manifestée de façon forte, nous avons déjà dit dans une des émissions ici que quand on cure les caniveaux, on laisse tout ce qui était dans le caniveau, on laisse ça au bord du caniveau, et aux prochaines pluies, ça retombe dedans. Donc, ça montre que l'homme est à... C'est pour ça qu'on a parlé de changer de logiciel qui est dans son cerveau. Parce que ce comportement-là, c'est ça l'ennemi du développement. C'est cela qui a inspiré l'auteur, là, la dame qui a dit que « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Madame Kabou a dit cela. Il a écrit. Parce que dans le comportement du Congolais, de l'Africain en général, peut-être qu'il y a quelques exceptions rarissimes, c'est le comportement de laisser aller, de subir sans réagir. Du coup, ceux qui sont aux commandes, voyant cela, ils ne se sentent pas poussés à changer les choses. Ils constatent qu'il peut prendre une partie du patrimoine commun, les dérober, les mettre à son compte, et il n'a pas la réprobation qui devrait normalement se produire immédiatement. Il a au contraire quelques flatteurs qui viennent parce que maintenant il a un patrimoine qu'il partage avec quelques-uns qui sont autour de lui, et il se dit, mais donc le jeu peut continuer. Mais si cet homme-là, ce Congolais-là, reprend en quelque sorte ses esprits, s'il se réveille et constate que, en réalité, depuis 60, il n'a pas compris que c'était lui le propriétaire de ce Congo. Il a cru qu'il était toujours le sujet là, colonial, qui était là pour transporter le chef en tipoï, et le chef maintenant est noir comme lui, mais sinon il continue lui les mêmes réflexes. Donc le dirigeant se sent comme le patron
des citoyens, alors que c'est l'inverse qui devrait se faire. Le dirigeant devrait se sentir comme le serviteur d'un patron, on ne peut plus exigeant, auprès de qui il doit rendre compte à tout moment. Sinon, il est éjecté et peut-être même jeté en prison. Donc cette mentalité-là, il faut d'abord l'inculquer aux Congolais pour qu'ils se rendent compte qu'en réalité, jusqu'ici, ils étaient endormis, enfin ils se réveillent. Je vais vous surprendre. Eh bien, j'ai rencontré des personnes, notamment une dame, qui m'a dit, mais ce que vous nous dites là, mais c'est la vérité. Quand les enfants reviennent pour dire, donnez-moi telle somme d'argent pour que je donne à mon professeur, et que nous donnons, et que l'enfant passe de classe, mais nous sommes en train de faire des bourriques. Elle nous dit, mais ça m'est entré dans le très fond de moi-même et je ne referai plus. Donc, vous voyez que ce que nous disons a l'air comme ça, mais ça rentre, cette dame, universitaire apparemment, mais elle vient seulement de comprendre que le déclic, donc changer, après que l'homme, mais ça ne sera pas une sinécure, papa, hein, il y a du travail derrière hein, pour changer cet homme. Si déjà on prenait conscience que c'est par là qu'il faut commencer, je suis sûr que les Congolais sont suffisamment intelligents pour savoir comment s'y prendre. Mais il faut d'abord prendre conscience qu'effectivement c'est cela qu'il faut d'abord faire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a très peu qui ont pris conscience que c'est ça la cause de tous nos malheurs. Monsieur Gazumba, vous êtes d'accord? Là, on est d'accord. Je vais aborder un autre sujet, Monsieur Kibambi. Mais là, on est d'accord. Là, on est tout à fait d'accord. Il n'y a rien à redire par rapport au fait que dans la vie, il y a une pyramide. Au sommet, il y a les dirigeants. Mais les dirigeants, plus on monte au sommet plus la pyramide s'amincit. Oui. Donc il y a moins de gens en haut qu'en bas. Donc ceux qui doivent diriger doivent être des précurseurs de fer de lance, ceux qui donnent le la comme dans un ensemble de musique, c'est-à-dire qui donnent le ton et qui contrôlent, qui battent la mesure pour que tout le monde exécute, pour qu'il y ait harmonie, il faut que chacun exécute sa partition. Bon, donc on ne peut pas tricher. Là, c'est la tête de la pyramide. Mais ceux qui devront changer, c'est également ceux qui sont les plus nombreux. Mais le fait de l'atavisme, les gens ne peuvent pas changer par eux-mêmes. C'est pour ça que quand Dieu a créé le monde, il l'a créé sous-tendu par des lois. Et ces lois, on doit les connaître, on ne peut pas les transgresser sans punition. Lorsque on nous a dit que Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, puisque vous avez désobéi, voici ce que vous allez encourir comme sanction. Et comment voulez-vous que dans une société, il n'y ait pas cette prédisposition-là? C'est-à-dire que il y a un capitaine, un contrôleur, qui doit savoir ce que les gens font pour que tout le monde fasse ce qui doit être fait. D'accord? Je viens de Kampala, tel que vous me voyez là. Mais à Kampala, la ville est propre. Mais pourquoi elle est propre? Parce que d'abord, les gens sont habitués, sont formatés pour ne pas salir. Moins on salit, moins on a à nettoyer. Donc il faudrait obliger les Quinois, par exemple, puisqu'il s'agit de... Et les Luchois, de ne pas d'abord salir. Parce que à ce moment-là, les conséquences de la salissure, ça c'est le nettoyage. Le nettoyage sera plus simple si on n'a pas sali en amont. Alors, on s'adresse aux mamans et aux papas qui sont en train de nous suivre pour leur dire que l'exemple que vient de donner notre ami, il faut bien l'intégrer parce que souvent, qu'est-ce qu'on entend dire? Oui, mais
commençons par nous rendre compte que ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons provoqué. Et donc, commencer, nous décider à ne plus salir serait déjà une chose extraordinaire. Mais après, ils nous diront, mais dans cette ville, vous savez, il n'y a pas de... Alors, où j'étais le papier? Généralement, moi, je les mets dans ma voiture ou dans mes poches. Mais alors, le problème qu'il y a, c'est lequel? c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience, et cette prise de conscience ne peut pas être spontanée. Elle doit être initiée par celui qui sait. Et accompagnée. Et qui prévoit également le mécanisme de sanction pour le contrevenant. À un moment donné, dans ma rue, il y avait au coin de la rue, ma femme qui tenait un atelier de couture. Et les gens de l'environnement passaient pour lui demander une taxe de l'environnement. Mais mon voisin du numéro 21 avait décidé, lui, de percer un trou dans son mur de clôture pour que ces eaux sales traversent la rue. Oui. Alors, mes enfants, quand ils allaient à l'école, ils marchaient sur cette salissure. Alors, je suis allé alimenter au bureau du chef de l'environnement, lui dire, si vous n'interdisez pas à ce monsieur, à ce voisin, de faire passer son eau sale sur la rue sur laquelle marche, je vous demandez également par la même occasion à vos agents de ne pas passer chez mon épouse réclamer une taxe de l'environnement, parce que vous ne faites rien pour que ma rue ne soit pas polluée. C'est clair. Voilà. Donc, quelque part, il y a des choses et leur contraire qui vivent au même moment. Alors, mes chers amis, est-ce que vous ne pensez pas que nous nous sommes un petit peu écartés parce que c'était l'école à repenser? Là, effectivement, Modeste nous a proposé le changement de l'homme, du Congolais en général. Bon, nous y sommes arrivés. Est-ce qu'on peut déplacer le débat? On peut aller vers l'école? Vous permettez? Oui, bien sûr. Parce que lorsque nous aurons pris conscience qu'effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on devrait se comporter, la première chose qu'on va se dire, c'est nous devons désormais faire en sorte que nous soyons dirigés de façon générale, donc l'éducation, mais aussi la vie tout court, par les meilleurs d'entre nous. Une fois qu'on se sera mis d'accord sur ça, c'est-à-dire qu'on instaure la méritocratie, c'était cela à l'époque coloniale. Et nous ne nous y trompons pas. Les parents, ça c'est le credo de Bonikaba. Les parents qui étaient les plus méritants, c'est eux qui montaient, les travailleurs dans tous les secteurs. Donc lorsque nous serons imposés cette règle-là, pour dire que dans tous les domaines et à tous les niveaux de responsabilité, il faut que seuls les meilleurs soient promus. Déjà, on met fin à l'injustice parce que c'est ressenti comme une injustice lorsque quelqu'un qui ne mérite pas se retrouve à un niveau où il ne devrait pas être. Je prends votre réflexion pour dire quoi? Pour dire effectivement que vous avez raison, parce que si nous retombons sur ce système, même les enfants diront « je serai le meilleur » et après avoir été le meilleur, je vais être pris au boulot, après avoir été pris au boulot, je vais briller et donc je serai effectivement... Je vous redonne la parole. Donc à ce moment-là, l'émulation est là. On transpose cette règle à l'école, eh bien, à ce moment-là, on instaure le travail acharné et la clé de la réussite. Et l'enfant qui ne veut pas travailler à l'école, ben, il n'a aucune chance de s'en sortir. D'accord. Et à ce moment-là, tout va bien. reprend, disons, dans la bonne direction. Oui, mais on n'a toujours pas les moyens. Comment faire ça? Cette école, encore faudrait-il que ce soit une école, effectivement, qui marche bien. Pour qu'elle marche bien, on retombe sur la proposition de monsieur Gazumba, les moyens. Avant de donner la parole à mon ami Gazumba, je voudrais juste dire un mot. C'est moi qui donne les paroles. Voilà, allez-y. Donc ça tourne. Tout à fait. Les moyens. Oui.
Moi, j'ai toujours pensé que les moyens suivent toujours. Lorsqu'il y a une ambition clairement affichée, vous voulez faire ça. Si sur le coup, vous n'avez pas ces moyens-là, vous les attirerez de l'extérieur. Parce que tout le monde veut que les choses marchent. Partout. Parce que quand il y a des ordres au Congo, ça n'aide pas beaucoup de... Il y a beaucoup d'autres qui en souffrent. Quelqu'un a dit que lorsque le Congo marche bien, c'est 35 États africains qui sont dans le sillage, qui récoltent les biens, les retombées de cette bonne harmonie. Lorsque ça va mal, c'est pareil. Ça affecte les 35 États africains là qui nous entourent et qui sont l'État est tel qu'ils ne peuvent pas ne pas être atteints par l'onde de choc qui vient du Congo. Donc, lorsque vous avez clairement montré que vous voulez qu'effectivement les choses désormais marchent, et vous montrez comment vous comptez vous y prendre, les moyens suivront. Les moyens suivront parce que les moyens ne précèdent jamais, les moyens suivent. Ce sont les ONG? Du tout, pas du tout. Aujourd'hui, le Congo devrait, normalement, lorsque cette organisation est mise en place, le Congo refusera des financements parce qu'il y en aura tellement. Tout le monde voudra venir apporter sa contribution pour être dans le groupe de ceux qui sont au Congo. Parce que le Congo, c'est ça. Le Congo a une capacité d'attraction telle que si il avait effectivement pris cette direction-là, effectivement, les moyens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord comme du Sud. Oui, parce que Ibadan, Makerere étaient des grands universités. Lovanium, on voyait venir même les gens du Nigeria pour venir étudier ici. Bon, alors, monsieur? Oui, le problème qu'il y a, c'est que le monde est devenu un village planétaire. Aujourd'hui, on sait où il y a de l'argent qui dort. Quand on est bien informé, on doit savoir qu'il y a des fondations, il y a les fonds de pension, ces gens-là, il y a beaucoup d'argent qui circule et qui saute parfois. Voilà. Donc, il faut trouver le bon discours pour aller attirer cet argent-là chez soi. Donc, et il y a des gens qu'on spécialise pour cette histoire-là. Quand vous prenez les gens qui partent en mission, l'autre jour, j'ai entendu qu'il y avait une mission qui s'organisait au ministère des Mines et finalement les délais étaient dépassés. Pourquoi les gens ne sont pas partis? C'est parce qu'ils voulaient qu'on les rassure à partir de Kinshasa combien ils allaient toucher en prime. Or, la mission avait un horaire bien déterminé. Les gens devaient arriver à Paris à un moment donné. Ils ne sont pas arrivés. Et ça s'est clôturé. Et les Congolais n'étaient pas là. Il n'y a pas qu'au ministère des Mines que ça se passe. Ils ont raté la formation qu'ils devaient recevoir là-bas. Or, la formation allait leur rapporter dans le temps plus que les frais de mission qu'ils demandaient. Ceci dit, Kibambi, le problème qu'il y a, c'est que quand il y a un adage chez nous autres, les Bantous, qui dit « Lorsqu'on s'est trompé de chemin, il faut rentrer à la bifurcation ». La bifurcation, en ce qui nous concerne, c'est quoi? C'est ce qui a existé dans ce pays, qui a fonctionné, par exemple, de 60 à 65, de 65 à 70, de 70 à 80, de 90, etc., etc. Donc, on peut aller dans les archives, savoir toute la coopération qu'on avait. L'argent, c'était combien d'argent, d'abord? Et c'était affecté à quoi? Je me rappelle, j'ai travaillé dans une société de travaux publics. À un moment donné, au ministère du Plan, lorsque le Bokana était commissaire général, il y avait M. Biémé qui était secrétaire d'État pendant très longtemps au ministère du Plan. Il y avait un Canadien qui était Richelieu, qui régentait les marchés anti-érosifs dans la ville de Kinshasa. Eh bien, donc de l'argent, même pour la lutte contre les érosions,
existe même dans la coopération. Donc il suffit pour ça qu'on ait la volonté, qu'on ait l'information et qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire avec l'argent, ou bien son propre argent, ou bien l'argent qu'on peut aller emprunter pour cette finalité-là, pour que ces problèmes-là soient résolus. Or, le problème dont nous parlons aujourd'hui, il est récurrent. Il existe aujourd'hui. On forme mal les étudiants, on forme mal les enseignants, on a une mauvaise université. Demain, on va avoir des mauvais cadres qui vont prendre des mauvaises décisions et le pays va aller à reculons. C'est quelque chose que nous voulons corriger. Et nous venons de mettre le doigt sur le besoin de réformer l'enseignement. Donc aujourd'hui, si on prend la décision d'améliorer les choses dans le secteur de l'enseignement pour les 10 prochaines années, on est certain que pour les 15, les 20 prochaines années, nous aurons de meilleurs résultats par rapport à ce qui nous manque aujourd'hui. Il ne reste plus que 10 minutes. Ce que nous venons de dire, puisque nous en sommes au changement, cette émission a été créée pour cela d'ailleurs, changement de l'homme congolais, changement du logiciel. Si l'enseignement est bien organisé, parce qu'on parle de projet bancable, si c'est bien réfléchi et que nous le présentons aux autres, eh ben, demain nous gagnerons plus. Et ceux qui seront prêts à nous donner ces moyens, après avoir étudié le cheminement qu'on aura proposé, se diront, ça c'est un projet qui est effectivement bancable. Si vous réfléchissez de manière assez légère, il y aura des failles et les gens qui ont de l'argent ne viendront jamais vous le proposer. Même lorsque vous allez leur proposer votre ligne de conduite, s'il y a des failles, effectivement, il n'y a pas de moyens. Alors, avant de terminer, vous avez encore un temps de parole. Je donnerai aussi un autre temps. Vous aurez le temps de conclure. Oui. Oui, donc nous sommes en train de montrer qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau macro, où on doit penser globalement. Et il y a le niveau local, micro, un projet qu'on peut faire. Mais si l'environnement d'ensemble n'est pas retravaillé pour le rendre favorable à ce que justement il y ait cette émergence de projets localisés à gauche et à droite, nous allons avoir des difficultés. Donc nous devons à la fois effectivement viser à ce que, au niveau des projets comme l'autre projet que on nous a montré, de quelqu'un qui a créé à partir d'abord de la maternelle, l'école secondaire, maintenant il y a une université, c'est sûr que là, on va faire sortir des gens bien formés, parce que pratiquement depuis la maternelle, ils sont suivis et encadrés de façon rigoureuse. Mais on voit tout de suite les limites d'un projet localisé comme ça, d'abord en termes de moyens pour les parents. Qui sont ces parents aujourd'hui, lorsqu'on regarde le pouvoir d'achat, qui peuvent s'offrir des études pour leurs enfants de ce niveau-là? Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours avoir en tête le niveau macro pour être sûr que le plus grand nombre peut bénéficier effectivement de ce type de formation, parce que la nation, c'est tout le monde. Il faut chercher à ce que le plus grand nombre soit bénéficiaire, soit pris en compte dans cette réforme que nous devons absolument mener, de manière à ce que demain, ce soit tous les Congolais qui soient compétitifs, bénéficiaires et compétitifs au niveau africain et mondial. Monsieur Ganzumba, vous avez un exemple. Vous, en réfléchissant avant, vous avez donné cet exemple qui s'intéresse aux soins médicaux. Vous pouvez le donner aux téléspectateurs, parlant des hôpitaux, des gens qui viennent créer leurs hôpitaux ici. Le problème qu'il y a, c'est que l'Inde, où vous et moi, nous avons été à plusieurs reprises pour des raisons de soins, a fini par faire des recherches. Il a chiffré le nombre de Congolais qui s'est déplacés pour aller en Inde pour bénéficier de leur système
des soins. Mais à moi, à un moment donné, il y a un hôpital dans lequel j'étais soigné qui a proposé de faire une coopération avec un hôpital de Kinshasa. Et puis maintenant, au moment où nous parlons, les Indiens se sont installés à la première rue à Limete, où ils ont amené sur place pour que les gens n'aient plus de billets d'avion à payer et qu'il n'y ait plus de frais d'hôtel à assurer pour aller se faire soigner en Inde. Ils ont apporté ce système-là ici. Donc, si on regarde bien, même lorsque, si on doit transposer cet exemple de l'hôpital qui se déplace de l'Inde pour un investisseur indien qui est privé, ce n'est pas l'État indien qui a créé cet hôpital, c'est un investisseur privé qui a mis le moyen. Les gens prendront aussi l'exemple du professeur Takizala qui a pour venir créer d'autres écoles parce qu'ils savent qu'ils vont en tirer des résultats, c'est-à-dire que les compétences qu'ils vont obtenir, ils pourront les exporter. À un moment donné, nous avons vu que l'Allemagne importait des informaticiens. Mais si ces informaticiens-là étaient formés au Congo, s'ils étaient congolais, demain, ils auront un débouché soit au Canada, soit en Allemagne. Donc, quand on se plaint ici qu'il y a un manque de travail, mais ils pourront trouver le travail ailleurs puisqu'ils auront des compétences à mettre sur la table. Ben écoutez... Donc, si vous permettez que je puisse conclure, oui. Nous avons dit que c'est la volonté de ceux qui dirigent qui doivent arriver à la même conclusion que ce système a fonctionné lorsqu'il était dirigé par des Belges. Le système éducatif était bon parce que le Congo avait un niveau supérieur à celui qui est le sien aujourd'hui. Il y a des pratiques qui étaient mises en route par le gouvernant de cette époque. Les écrits existent. L'histoire est là, ici, pas ici, mais dans les universités en Belgique ou ailleurs. Donc, à travers le ministère des Affaires étrangères, on peut remonter cette filière par notre diplomatie pour arriver à déterminer s'il y a des besoins aujourd'hui. Hier aussi, ils ont existé, comment ils étaient satisfaits, de façon qu'on puisse aujourd'hui, évidemment, imaginer aussi ces pistes-là pour qu'elles soient la solution au problème que nous avons, c'est-à-dire nous constatons que nous n'avons pas les moyens d'instaurer un bon enseignement, une bonne éducation pour nos enfants. Votre conclusion? Oui, je crois que le système que nous devons mettre en place, mon ami Kazumba évidemment n'est pas en train de dire qu'on va revenir au système qui avait été mis en place pour les besoins de la colonisation, mais c'est pour montrer qu'il était en cohérence avec l'époque. Il était dans un contexte colonial où on formait des cadres et subalternes, oui, et qui devaient accompagner la colonisation, et c'est ce que nous avons hérité en 60. Bien, en 60, on aurait pu améliorer ce qui existait déjà, mais au lieu de cela, nous avons même détruit cela qui existait. Donc aujourd'hui, nous venons de dire que ce qui a changé, ce n'est pas seulement le système éducatif, mais c'est tout le système de gouvernance. Parce que c'est ce système-là, avec des citoyens congolais enfin réveillés, parce que lorsqu'ils vont se réveiller, effectivement, ils vont se rendre compte que ils ne vont pas comprendre comment un pays comme celui-ci peut générer des citoyens comme eux. Parce que tel que nous sommes aujourd'hui, il y a une inadéquation tout à fait flagrante entre ce que nous avons comme possibilité et nos conditions actuelles de vie. Donc, lorsqu'ils vont se rendre compte que jusque maintenant ils étaient endormis et qu'il faut maintenant qu'ils se réveillent et qu'ils commencent les choses sérieuses, eh bien, ils vont constater que la première chose à faire, ce sera de transformer ce système éducatif et de recherche. D'accord. Monsieur Kazumba, une minute. Le problème qu'il y a, c'est que un besoin doit être satisfait. Et on ne peut pas le satisfaire
avec des paroles, on doit les satisfaire avec les moyens efficaces pour que demain ce besoin n'existe pas. Qu'on le veuille ou non, nous déplorons aujourd'hui, par exemple, vous m'avez raconté que vous avez fait une émission avec des jeunes gens qui se demandent pourquoi ils ont fait des études, ils ont des diplômes et ils ne trouvent pas d'emploi. Mais, M. Kibambi, lorsque on se réfère aux statistiques, il faut les placer dans un temps. Si au temps 1, à T1, il y avait autant de naissances, il y avait autant des écoles, il faut que la courbe au temps 2 soit la même, qu'il y ait la même progression par rapport aux naissances et au nombre d'écoles et au nombre d'entreprises, de façon que, puisqu'il y a un plus grand nombre de naissances, on sache qu'il va y avoir le même nombre de classes pour former ces gens, et ensuite il y aura autant d'entreprises pour offrir du travail aux demandeurs d'emploi dans autant 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou N. Merci, M. Gazumba. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on a beaucoup insisté ici sur la prise de conscience. Cette prise de conscience, elle est collective. Parce qu'effectivement, et j'y reviens, si vous pensez que vous amènerez votre enfant au paradis en le faisant passer chaque année et il termine, le diplôme n'a aucun contenu, eh bien vous vous trompez. Si vous, professeur, vous ne faites pas un effort pour, j'allais dire, fanatiser vos enfants par rapport à votre cours pour qu'ils s'y intéressent, le donner avec passion, avec eux, vous me direz, ce n'est pas toujours évident, mais si vous ne le faites pas, eh bien, commencez déjà à le faire et préparez-le avant d'aller. Ce sera déjà ça. Mais la réflexion devra continuer. On n'a fait qu'esquisser un semblant de solution pour essayer de faire un déclic dans les têtes de tous ceux qui ont le plaisir de suivre ces émissions, afin que la discussion se poursuive et soit répercutée, sait-on jamais, au Parlement, pour que ce que nous disons aujourd'hui soit fait demain. On ne rêve pas. Ailleurs, on le fait. On vient d'Ouganda, on parle aussi du Rwanda. Et pourquoi nous, on ne le ferait pas? D'accord? La prochaine émission, la semaine prochaine. Bonsoir chez vous. Bonsoir, Monsieur Gazumba. Bonsoir, Monsieur Mbonigaba. Bonsoir et à très vite.